présenter les prochains participants à cette table ronde. Claire, si tu veux me présenter. Oui, alors, ils ont 3 chaises, donc on va se lever. Donc, nous allons. Alors, merci beaucoup aux intervenants précédents. Nous allons donc vous présenter un cas clinique qui est récent et qui est complexe pour illustrer les difficultés. Donc, le docteur Adèle de Masson, chef de clinique en dermatologie ici à Saint-Louis. Marois Atoua qui faisait partie du bureau des relations internationales de Saint-Louis. Marion Cartier qui est assistante sociale à Saint-Louis. Valérie Bergotte qui était infirmière à l'unité de soins palliatifs à Saint-Louis. Vianney Mouvement qui est le responsable de l'unité de soins palliatifs du groupe hospitalier de l'Arc-en-Ciel. Et moi-même de la base de Saint-Louis. On se met comme ça ou on va passer au montage, je pense. Si, là, peut-être ça sera plus. Oui, alors moi, je temps que tout ce beau monde qui s'installe, vous avez vu, ça fait quand même une belle équipe. On prend des décisions un peu complexes. Ça fait beaucoup de monde en fait. Et pourtant, c'est très important, c'est ça qui s'apprête à vous montrer là. Et puis, pendant qu'ils se mettent en place, moi, je vais vous raconter le début de cette histoire. Alors, il fait très chaud dans la salle, je vous montre quelques mois en arrière. On est le 31 décembre, il fait froid, il est 17h23 quand le docteur de Masson appuie sur l'envoi de son mail, 17h23 un 31 décembre, elle écrit au docteur Georges à la passe parce que il y a un sujet important, le cas complexe s'est présenté. Alors le lendemain, c'est férié, tout le monde a envie d'aller faire la fête, mais 17h23, non, elle lâche rien, parce que le cas est suffisamment intéressant pour qu'il faille s'y pencher avec plaisir. Et voilà pour le reste. Je remercie Claire de m'avoir invité avec les collègues de l'unité de soins palliatifs et du service social et de relations internationales à parler de cette patiente. Donc effectivement, moi je suis chef de clinique en dermato. C'était le 31 décembre 2018. J'étais au hôpital de Onco-Dermato, donc là on a les patients qui viennent pour leur thérapie ciblée ou leur chimiothérapie ou leur immunothérapie pour leur cancer de la peau, en général avancé métastatique. Et c'est le 31 décembre, donc on s'attendait à rentrer tôt chez nous et préparer le réveillon. Et puis il y a la surveillante du service qui vient nous voir, qui frappe à la porte et qui dit l'interne de la consultation forte, qui est la consultation sans rendez-vous de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis, qui est ouverte tous les matins, est toute seule avec une patiente qui a un mélanome métastatique et pas prise en charge. Donc on se regarde avec notre collègue et on se dit qui va aller se frotter à cette situation-là, qui est complexe. Et donc j'y vais, et c'est comme ça que j'ai rencontré cette patiente pour la première fois, qui est une dame de 53 ans, qui était arrivée visiblement 2 jours auparavant en avion de Tunisie, qui avait 2 enfants de 15 et 20 ans, un mari, elle avait tout laissé derrière elle en Tunisie. On apprendra plus tard qu'en fait elle avait vendu pas mal de choses pour payer son billet d'avion. Elle est arrivée sur un visa touristique et c'est un des problèmes pour la suite. Et donc elle se présente en se disant soignez-moi, sauvez-moi. C'était vraiment ça. Et elle avait en fait tout le bilan qui avait été fait en Tunisie de sa maladie, qui avait commencé pour elle 6 mois plus tôt. En fait, elle avait eu un mélanome de la main qui avait développé des métastases sous-cutanées, et puis un scanner qui avait été fait en octobre et qui montrait qu'elle avait des métastases au niveau du poumon, du rachis, donc de la colonne vertébrale, avec un risque de compression médulaire ou de paraplégie, des métastases pulmonaires. Ils avaient même fait en fait un examen un peu spécialisé qui est la recherche de la mutation de BRAF, qui est un oncogène, qui est un examen spécialisé qui permet de donner une indication à une thérapie ciblée qui n'est pas disponible en Tunisie et qui est disponible en France et qui coûte 11 000 € par mois. Voilà, et puis il y avait avec tout ça un petit courrier très sympathique du médecin de Tunisie qui disait merci de prendre en charge cette patiente pour son mélanome métastatique. Voilà, et la dame était accompagnée d'une personne qui se présentait comme son amie, mais qui semblait plutôt une connaissance assez vague. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Donc je vais voir ma chef de service Onco-Dermato, Céleste B, qui me dit contacte tout de suite les labos, Roche et Novartis, pour avoir la thérapie en compassionnelle, c'est-à-dire donnée à titre gratuit pour les personnes qui ne peuvent pas la payer, qui n'ont pas de prise en charge. J'ai envoyé le soir même un mail
envoyé la Roche et à Novartis. J'ai pas tardé à recevoir une réponse négative, en disant qu'on ne donne pas en compassionnel de traitement aux patients qui ne sont pas résidents français. Et par la suite, je vais voir l'assistante sociale parce que je voulais faire une hospitalisation en urgence pour cette dame. Encore une fois, je me suis heurtée à des difficultés, donc je vais passer la main à ma collègue pour vous expliquer la suite. Oui, alors je ne sais pas si c'est dans la chronologie. Donc, en ce qui concerne la prise en charge sociale de Madame N, elle est donc arrivée en France le 29 décembre 2018 avec un visa touristique d'un mois, ce qui ne permettait pas de demander une aide médicale État au titre des soins urgents ou une aide médicale État au titre des 3 mois de présence en France. Vérification faite, Madame N ne bénéficiait pas non plus d'une couverture sociale tunisienne ou d'un contrat d'assurance tunisien pouvant rembourser des soins prodigués en France pour une maladie chronique, hors assurance voyage. Qui plus est, sa situation financière ne lui permettait ni de payer les soins coûteux et l'hospitalisation requis par sa lourde pathologie, ni de payer son hébergement en France en l'absence de proches pouvant l'héberger. J'ai fait donc part de ces éléments au docteur Adèle de Masson. Donc la situation complexe est posée, et c'est là que un mail s'impose à la place de Saint-Louis pour avoir quelques éléments complémentaires, pour savoir quelle sera la prochaine étape à engager. Donc, Dr. Georges. Je reçois le mail entre le 31 et le 2 janvier. Et le 2 janvier, je réponds au docteur de Masson, en remerciant pour la sollicitation, en caractérisant qu'en effet cette situation relève de l'indication de nos réunions de concertation pluriprofessionnelles, médico-sociales et éthiques. C'est-à-dire que certes, il y a un problème médical, c'est évident, mais pour celui-là, ce problème, les collègues n'ont pas besoin de nous. Mais évidemment, une problématique sociale, cette passant pas d'hébergement, pas de prise en charge, puis un problème administratif et financier. Vraiment, une patiente qui n'a pas de prise en charge, l'hospitalisation envisagée par la collègue serait une hospitalisation payante, mais on comprend tout de suite que la patiente n'est certainement pas en capacité de prendre en charge cette hospitalisation. Nous sollicitons donc dès le lendemain, grâce à la réactivité des uns et des autres, une RCP-RSE qui aura lieu le 3 janvier à 9h15. En attendant cette réunion de concertation pluriprofessionnelle, le service administratif et financier est interrogé pour savoir si on devait faire un devis pour prendre en charge cette patiente, qu'est-ce que ça coûterait en fait? Voilà, donc la patiente a une obligation de prendre une assurance via son pays d'origine, donc une assurance voyage qui ne couvre pas ce genre de maladie. Donc si vous descendez de l'avion et que vous cassez la jambe, l'assurance voyage prendra en charge ces frais, mais pas les frais qui sont déjà installés dans un pays, une maladie qui est déjà préexistante. Donc elle s'est présentée dans nos bureaux. Avec le médecin, on a estimé un devis à 51 617, donc pour 3 semaines de traitement. Donc elle nous dit ne pas pouvoir payer justement ce devis, sachant qu'elle est arrivée le 29 décembre, qu'elle nous dit qu'elle nous a dit dormir à l'aéroport, son compatriote tunisien va la ramasser, et qui se sont présentés aux urgences le 31 décembre. Donc une journée après être arrivée en France. D'accord. Donc le devis est posé, un peu plus de 51 000 € et la réunion démarre. En fait, on se réunit. Parce que j'interviendrai un petit peu plus tard, peut-être 2 semaines plus tard, au moment où il y aura une réflexion avec l'équipe de soins palliatifs. Du coup, on passe les étapes. Je redonne la parole au commissaire. Valérie, infirmière du soin palliatif, était présente à cette réunion. Donc on arrive en binôme avec la psychologue de l'équipe mobile de soins palliatifs dans un premier temps. Et comme pour la majorité de nos interventions, on parle donc déjà de ce que la personne souhaite, donc on l'écoute et on garde dans notre tête les missions d'une équipe mobile de soins palliatifs, c'est-à-dire
va prendre la dimension physique, la dimension psychologique, la dimension sociale et également la dimension spirituelle. Alors, spirituelle dans le sens existentiel. Et autour de ces 4 dimensions, ça s'intègre dans une notion de culturalité. Donc on écoute cette dame qui est venue seule, cette fois-là, et non pas accompagnée, qui est extrêmement asthénique et qui parle bien français. On arrive à avoir des échanges. Très rapidement, elle nous fait part de ses souhaits. Le premier étant de guérir. Le deuxième expliquant qu'elle souffre énormément et que c'est difficile pour elle d'être restée dans son pays parce qu'elle pleure continuellement et donc ses enfants sont face à une maman qui souffre et qui pleure. Et son troisième souhait est de rentrer chez elle pour voir ses enfants. Donc un cadre est posé et rapidement donc, la priorité est une prise en charge donc, de la douleur avec le docteur de Masson. Et rapidement, on se pose la question d'un traitement qui puisse être économiquement bas et qui peut être possible d'avoir dans son pays d'origine. Donc, c'est fait, on acte donc des ordonnances d'acte-Esténan et de Sténan, et on propose à cette personne de rencontrer, si elle le souhaite, un membre du culte, ce qu'elle accepte très rapidement, et de la revoir dans un deuxième temps, 48 heures après, avec le docteur Vianney Mauban, donc le médecin de médecine de Champagne. Donc, je vais reprendre les 3 questions, parce que je trouve que c'est des questions qui on a beaucoup travaillé dans l'équipe. La première question qu'elle avait posée, c'est « je veux guérir », qui n'est pas une question, c'est une affirmation. Je crois que ce qu'il faut en retenir, en tout cas ce qu'elle nous en a dit, je ne sais pas si c'est la réalité, ce qu'elle nous en a dit, c'est l'oncologue en Tunisie lui a dit « maintenant il faut aller en France parce que là-bas ils ont un traitement qui va vous guérir ». C'est laquelle elle nous a parlé de guérison, lui a dit. Donc elle croit évidemment fortement en nous, qui avons cette médecine puissante et qui a été confortée par l'oncologue. Ce qui nous mène, nous, à réannoncer une maladie qu'elle connaissait, mais aussi un pronostic et le fait que même si, effectivement, avec les moyens des 50 000 € en question, il y avait un traitement, de toute façon, le but de ce traitement n'était pas la guérison, mais au mieux gagner du temps. Donc on est dans une autre problématique. Et puis ça pose la question, effectivement, de cette demande de traitement computationnel, avec l'idée de tout ce que ça peut représenter derrière. Évidemment, l'intérêt individuel de cette patiente, mais la question collective derrière, parce que si elle rentre en Tunisie qu'elle a ce traitement, il y a une forme d'injustice qu'elle ait accès et qu'elle n'ait pas accès. Et l'autre question, c'est comment c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur la greffe. Comment est-ce qu'on peut inciter une population à se battre pour avoir des traitements sur place si derrière le traitement a été faux? Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est j'ai mal. Alors, le problème, c'est que finalement, cette dame qui était recueillie par une amie tunisienne, en fait, finalement, il y a eu une solidarité des VTC tunisiens. VTC, vous savez, c'est ce truc là qu'on prend par Internet et qui nous transporte pour moins cher que taxi à Paris. Et en fait, il y a quelques VTC tunisiens qui se sont pris d'affection. Ouais, le mot est peut-être un peu dur, mais un peu de pitié. Et qui ont commencé à se cotiser pour les payer des hôtels, pour les payer des traitements, pour lui payer, pour l'amener aux consultations, pour l'accompagner aux consultations. Alors c'est vrai qu'elle avait disait la première consultation, elle parlait français. Là, en fait, il travaillait beaucoup sur la traduction, avec la complexité d'avoir un gars, c'est très sympa les VTC, hein, mais un gars qui est VTC qui se retrouve à raconter des horreurs quand même. Hein. Donc le gars qui s'effondre devant nous avec cette question de elle est demandeuse de ce soutien de ce monsieur veut de ce soutien, et en même temps, il se retrouve médiateur d'une information extrêmement compliquée, puisqu'il avait parlé ce matin des problèmes de la traduction. Finalement, on bidouille des traitements, elle a des traitements, voilà, et ce qu'on lui propose au total, c'est une hospitalisation à l'arrivée OSR dans le service de médecine, avec un contrat qui est très simple. Le contrat, c'est on vous hospitalise 5 jours, mais 5 jours, ça sera 2 heures, mais par contre, on se donne 5 jours. On sait que c'est une hospitalisation à perte, mais en tout cas, on se donne 5 jours pour équilibrer le traitement clinique. Et là, surprise, la patiente ne vient pas. Donc, alors, en fait, on la localise dans les jours qui suivent. Elle est partie au Kremlin 17 avec l'idée, elle s'est pointée au Kremlin 17 en disant voilà, j'ai un mélano et je voudrais être
va traiter les symptômes en vue d'un éventuel autonomie. Et là-bas, c'est parce qu'elle veut, elle vous parle d'antalgie, d'accord, elle n'est pas normale, mais c'est parce qu'elle veut, ça traitement de sa maladie. Et en plus, oui, nous on avait trouvé un médecin en Tunisie que j'avais eu en cours 15 jours avant et qui venait de finir son étude. Bon, j'avance un peu. Et la troisième question, c'est je veux voir mes enfants, ce que disait Valérie. Donc en même temps, je veux voir mes enfants, ça veut dire la question de qu'est-ce que les enfants savent. Ils entendent leur mère pleurer, mais elle nous dit qu'elle n'a pas informé de la gravité de la maladie et du pronostic. Elle nous parle d'un billet retour qu'on ne voit jamais et qui n'a pas de date. Et puis, pour nous, se posent les questions. Ben, voilà, elle dit oui, je vais rentrer au pays, moi je serai guérie. Donc, derrière ça, voilà, on revient sur l'annonce. Alors, avec la question de qu'est-ce que ça veut dire revenir malade, on avait trouvé le relais local. Mais en même temps, la question qui se pose pour nous, et c'est un peu pour ça qu'on s'est réunis après, c'est aussi qu'est-ce que ça signifie de rester en France au prix, enfin voilà, rester en France dans une qualité de vie en rapport avec son indigence et de toute façon sans espoir de guérison. Donc c'est à ce moment-là qu'on se réunit effectivement avec l'équipe ce cas qui impliqué une phase palliative, une soin palliatif, oui, c'est mieux, a été important pour moi, parce qu'il y a plus de 20 ans comme interniste, je m'étais intéressé aux soins palliatifs et formé par un groupe Bali. Vous savez, c'est ces groupes de rencontres, et on sait que le premier travail qui se passe dans le groupe Bali, c'est d'apprendre un peu aux soignants à se décentrer un petit peu de lui-même, à travailler un peu sur sa propre névrose, pourquoi je suis venu, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Je vous dis évidemment pas complètement par hasard, parce que si j'enchaîne tout de suite, on voit que dans ce cas-là, on a deux fils différents, mais qui vont se rejoindre. Le premier fil, c'est la patiente elle-même, qui a un espoir intense. Est-il réaliste ou irréaliste, excessif? C'est ce que montre un peu la suite. Mais comment la patiente va-t-elle évoluer par rapport au réel? Va-t-elle effectivement se dire bon, je suis arrivé avec cet espoir, mais finalement, et maturer, en tout cas évoluer d'une certaine façon ou non? Je laisse ça en suspens quelques secondes seulement. Mais deuxième fil, les soignants, nous autres. On voit bien que les soignants, entre eux, ils se rencontrent, ils se concernent et ils cherchent à arriver à un consensus. Quand ça marche, de temps en temps, ça ne marche pas. De temps en temps, les soignants sont eux-mêmes dans un dissensus et dans un désaccord. Et la synthèse de tout ça dans ce cas-là, c'est que, alors effectivement, dans le même lieu, et surtout si les gens ont un certain apprentissage de la rencontre mutuelle, ce qui a été dit tout à l'heure par certains soignants, c'est pas clair, mais à force de la rencontrer, on s'est un peu frotté le nez comme des Esquimaux, et maintenant on a appris un petit peu à des choses comme ça. Dans un certain lieu donné, ça marche pas toujours, avec d'autres lieux, ça marche moins bien, et c'est normal. Et effectivement, là, on voit que la patiente va choisir, qui n'est pas effectivement convaincu par le discours réaliste et même à tonalité qui croit bien de la part des soignants, collaborateurs. Et on voit que le lieu de soins où elle se rencontre, lui-même, n'a pas un regard spécialement bienveillant sur ce qui s'est passé à l'hôpital Saint-Louis. On a tendance à se dire oh, ils ne sont pas beaucoup touchés leurs fesses par rapport à cette patiente étrangère, peut-être si ça se fait. Et voilà. Merci, on va aller sur la suite. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc en effet, elle s'est présentée au Kremlin-Bicêtre et elle est restée hospitalisée pour plusieurs semaines au service des urgences. Donc c'est un service d'urgence normalement de courte durée, on va dire à 24-48 heures. Elle est donc restée... elle est restée 9 jours pour s'être hospitalisée. Elle a une dette à ce jour de 54 669 euros. Grâce à notre équipe, grâce à notre... C'est réunis, on a communiqué ensemble, et grâce à ça, on a communiqué 54 669 euros. Oui, alors c'est vrai qu'on est un grand nombre. Alors, en effet, les infos qu'on a là-bas, c'est qu'elle ne voulait pas sortir. En effet, il y a l'histoire des VTC, etc.
Elle a fini par sortir, mais ils ont imposé une sortie avec l'accord consulaire de l'aider, de financer quelques hôtels, etc. Et l'histoire n'est pas terminée parce qu'elle s'est retrouvée dans un hôpital de la THP, en Bresse-Paris. Et aux dernières nouvelles, elle est encore hospitalisée. Ça fait donc 3 mois d'hospitalisation à Ambroise-Paré après un mois aux urgences du Kremlin 17. On a pris des nouvelles. En service, donc j'ai eu la chef de service de dermato d'Ambroise-Paré. Elle a reçu en compassionnel la thérapie ciblée qui n'a pas marché. Et donc le traitement qui est proposé actuellement, c'est une chimiothérapie entre guillemets des ficelles, à peu de chances d'efficacité, mais il y a la perspective des anti-PD1 que m'a évoqué la collègue. A priori, l'indication qu'il y a une mutation qui semble poser la question. Traitement à 60 000 €, mais par rapport à la question administrative et financière, ce traitement n'est pas accepté par la direction de l'hôpital. Déjà, il n'y a pas de prise en charge. Et dans l'hypothèse de l'application de l'AME, où ça en est, ce traitement ne serait pour le moment pas accepté d'être donné parce qu'il est hors du GHS. Ce que je peux ajouter, c'est que 2 AME qui ont été lancées. La première à titre humanitaire, l'échéance du visa, qui est en instance, et l'AME, c'est des formations présents sur le sol français, qui est également en cours. En effet, la collègue dermato était en effet dans le projet, peut-être en lien avec le pédiatrique, un passage à la question sociale et financière. Alors moi j'ai été appelé il y a un mois et demi par la médecin de soins palliatifs d'Ambroise-Paré qui me dit visiblement elle est passée par chez vous, donc racontez-nous, donc on leur raconte un peu notre histoire. Et là je lui ai envoyé un mail, donc elle m'a envoyé ce matin les dernières nouvelles. La patiente n'a toujours pas de titre de séjour, l'AME est en attente, elle est cliniquement en OMS 3 avec une altération, une évolution de la maladie qui se voit à l'œil nu, donc on est quand même dans une... Voilà, ça va pas bien. Elle refuse de rentrer au pays. Personne n'a le courage de la faire sortir de l'hôpital, sachant que le seul aval qui était possible, c'est le salut social, mais pas les liens infirmiers, parce qu'a priori ils ne prennent pas de cancéro. Donc ça veut dire que la dame sort avec son sac et rappelle dans son cabine téléphonique, je ne sais pas si on a encore des cabines téléphoniques, enfin, rappelle tous les jours le 115 pour essayer d'être hébergé. La douleur est contrôlée. Il y a une radiothérapie, des phages de radiothérapie avec la morphine, elle est contrôlée. Et voilà, la conclusion de ma collègue, c'est sa dernière phrase sur son livre. Je dis que j'en parle aujourd'hui, c'est on est un peu mal à l'aise. Seulement un peu. Juste quand même pour dire, quand même, ce que dit la collègue, enfin, il y a quand même une question de cette patiente, elle doit 140 000 € à l'institution. Donc, est-ce que c'est une question ou est-ce que, enfin, comment on considère aussi cette information-là? La collègue, elle a dit, il n'est pas mon problème. Et la responsable des admissions frais de séjour a dit, de quoi on prie les guillemets, c'est l'assistante sociale qui prend tout en charge. Magique. Magique. Donc ça c'est la vraie vie. J'ai une question, vous avez parlé tout à l'heure du contact qui a été pris avec le responsable du culte religieux. Qu'a-t-il dit? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'elle est accompagnée aussi par ça? Parce que c'est important, on parlait tout à l'heure des types d'accompagnement culturel, etc. On en est où? Il s'est passé quoi? Alors, c'est lui qui nous a... C'est lui qui nous a dit qu'elle était déjà partie à Ambroise-Paré. L'information on a eu grâce, non, au Kremlin 17, je pense. Non, au Kremlin 17. C'est lui qui nous l'a dit déjà dans un premier temps. Donc ça nous a permis de donner en fait déjà tout notre dossier, de nous faire transférer au Kremlin 17.
très rapidement. Et il me disait qu'en fait, il s'était fait avoir, excusez-moi du terme, entre guillemets, c'est-à-dire que lui, il y allait dans un sens spirituel moyen d'accompagner en tout cas cette fin de vie, et eh bien, elle lui a demandé de l'argent, une épouse donc du représentant du culte allait lui faire des courses, il a même fait une cotisation pour lui permettre d'avoir un billet de retour au pays. Donc voilà, une fois qu'elle est partie au Kremlin-Bicêtre, voilà, il n'a pas continué à suivre cette personne. Moi j'avais juste envie de dire, je ne sais pas si c'est pour ouvrir en tout cas ce débat, mais une phrase qui je trouve a tout son sens en tout cas dans cette situation, c'est que pour moi soigner, ce n'est pas dupliquer, mais c'est bien penser avant. Et je pense que voilà, on a eu cette chance en tout cas nous de pouvoir nous réunir, de pouvoir penser, d'essayer au mieux d'ajuster tout en écoutant ma personne, mais non pas de faire du coller et pas de dupliquer en tout cas une prise en charge, on va dire, sociale, enfin les standards. Justement, une personne est unique et elle est singulière, et dans l'équipe mobile de soins palliatifs, en tout cas, c'est quelque chose qui pour nous a un sens au quotidien. Alors, une dernière question, parce que c'est intéressant, votre expérience est intéressante et elle est très riche, j'en suis sûre, pour toutes les personnes qui vous écoutent aujourd'hui. Comment vous vous sentez après cette expérience finalement? Est-ce que vous sentez avoir accompli votre devoir, ce que vous deviez faire? Est-ce que vous restez quand même attaché en quelque sorte à cette personne qui finalement est partie de Saint-Louis pour aller à Kremlin, puis finalement encore ailleurs? Ou est-ce que c'est derrière vous ça, et vous avez cette sensation que ensemble vous avez pris la bonne décision et que finalement le reste revêt de la responsabilité du patient, de la patiente elle-même? Docteur, parce que c'est des autres équipes soignantes. Moi, personnellement, je me sens hyper mal. En fait, j'ai l'impression d'avoir déchiré son Hippocrate 3 ans après avoir traité, quoi. Pour être simple. Alors, heureusement qu'on a eu l'aide et qu'on lui a proposé quelque chose, mais on a toujours le sentiment d'avoir pas fait tout ce qu'on aurait pu faire. Alors, elle a pu avoir la thérapie supplémentaire compassionnelle après, je pense, parce qu'elle était du coup considérée comme résidente, parce qu'elle est restée plus longtemps, où elle venait d'arriver, c'était 2 jours qu'elle était sur le territoire. Ça n'a pas marché, donc c'était. Voilà, mais on a l'impression qu'on voudrait faire tout ce qu'on peut et qu'on se heurte à des murs en fait, en permanence. Donc, ils ont mal, c'est important. Juste sur la remarque que la présence est un peu sur l'assistance sociale, je la comprends, parce que désormais, on va devoir s'orienter vers un système de prise en charge par la sécurité sociale française. C'est la seule issue par rapport à cette patiente qui s'est déjà installée dans des soins. Je ne suis pas tout à fait persuadé que tu aies déchiré ton serment. Parce que le caractère collectif de la réflexion est quand même avéré dans cette situation. Et je pense qu'il y a quand même un problème considérable dans cette histoire qui est le coût exorbitant de ces médicaments, qui n'est pas de notre fait. Et des laboratoires pharmaceutiques américains trouvent malin de mettre en péril notre système de sécurité sociale français et européen au sens large du terme, alors qu'ils laissent crever leurs pauvres chez eux, exactement comme, je sais pas, celui qui a même plus droit à l'Obamacare et qui n'a certainement pas droit à ces traitements de l'énième ligne. Donc, c'est quand même inouï, c'est ça le problème, ces médicaments qui se présentent comme révolutionnaires et qui le sont dans une petite mesure et qui sont d'un coup invraisemblables. Et c'est les gens qui fixent ces prix et qui acceptent de les payer qui s'essuient les pieds sur la leçon de l'humanité. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que médecin, on aimerait bien pouvoir proposer la même chose à tout le monde, en fait. Qu'ils aient ou non, qu'ils aient une sécurité sociale ou non. Et il y a le problème de ces diagnostics, en fait, ce serait presque plus simple pour nous si elle était en situation irrégulière. Parce que situation régulière, on peut faire une hospitalisation d'urgence, il y a une prise en charge même rétrospective par l'AME. Ceux qui arrivent sur des visas touristiques, et je pense qu'il y en a de plus en plus, ça a été bien décrit, et ben on peut rien leur proposer. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est qu'il faut attendre 3 mois, donc le temps que vos métastases diffusent partout, et puis dans 3 mois, on pourra proposer quelque chose, et c'est inhumain de dire ça en fait. Donc il y a vraiment une sorte d'hypocrisie un peu de cette AME en fait. C'est une situation complexe. La fameuse injonction paradoxale dont on va parler.
On va peut-être Margot, un dernier commentaire. Ajouter que c'est une AME soins urgents qu'on instruit pour les gens. Il y a Corinne qui veut dire quelque chose. Alors Corinne. En France, donc c'est une catégorie particulière d'AME. Une dernière question, Corinne. Qui concerne les personnes hospitalisées au titre de soins urgents et ne pouvant justifier de 3 mois de présence en France, hors période de visa. Et dans ce cas-là, le plafond de ressources habituellement pris en considération pour la AME classique n'est plus en vigueur. Donc, elle est facile à obtenir. Marion, excusez-moi, Corinne Jamouche, je suis la coordinatrice des PASS et des services sociaux de la PHP. Il manque un acteur qui est décideur, parce que là vous êtes en train de dire qu'il suffit de faire un dossier d'AME pour que la CEPAM l'accepte, qu'elle soit en soins urgents ou pas. C'est faux. C'est faux. Pour avoir très régulièrement regardé les dossiers complexes qui sont envoyés à l'assurance maladie et qui passent leur temps à faire des allers-retours, l'assurance maladie a la capacité de regarder le parcours de cette patiente et de regarder qu'elle avait éventuellement la possibilité de prendre une assurance voyage plus élargie qui prenait en compte sa maladie chronique. Et il n'y a aucune raison, aucune obligation que l'assurance maladie au but de ce parcours nous donne un accord. Donc l'AME, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Elle est soumise à de nombreux critères, elle est de plus en plus contrôlée. Mais moi, les dossiers comme ça, j'en fais et ils sont acceptés quotidiennement. Elle est soumise, alors moi, les 550... Donc effectivement, ils sont de plus en plus regardants. Ils contrôlent aussi les... Marion, les 550 dossiers qu'on a pu regarder les uns derrière les autres avec l'assurance maladie, notamment la CEPAM 75, parce que ça faisait des allers-retours en demandant des justificatifs, en demandant, etc. Il se trouve que l'assurance maladie, aujourd'hui, est connectée sur un certain nombre de fichiers et ont accès à des informations que nous n'avons pas. Et ils n'ont aucune obligation de nous donner un accord. Je suis d'accord. Il serait faux de dire que parce qu'on a fait une demande à l'AME, c'est pas mon propos, hein, mais disons, c'est pas pour vous, Marion. Ces démarches sont susceptibles d'aboutir également. Ça fait plusieurs fois que je participe à des réunions où j'essaye, j'entends en tout cas qu'à partir du moment où l'assistante sociale a fait une demande à l'AME, on l'aura dans 3 mois ou pas, c'est faux. Oui, je suis le seul décideur, c'est l'assurance maladie. Tout à fait. Et les dossiers sont de plus en plus contrôlés. Oui, bien sûr. Partage que l'AME n'est pas une perspective d'avenir pour cette date. Bien sûr. On va conclure, parce qu'on va être en retard. On aura d'autres débat. Juste pour dire que effectivement c'est un élément extrêmement essentiel et que la CPRM est un partenaire des PASS incontournable et qu'il faut qu'on travaille avec eux, ce que nous on a essayé de faire, et je dois dire que ça a beaucoup fluidifié effectivement la résolution de nombreux cas complexes. Et on fait des réunions régulières et on essaie de s'entendre et de se comprendre. Donc pluridisciplinarité, je crois qu'on ne s'en sort pas. Effectivement, si on le fait que par mail, ça ne marche pas. Ça c'est clair. Ça entretient